on va commencer par ça, donc l'impact des émotions sur le corps. Donc ce que je peux, pour commencer, vous montrer, enfin je pense que tout le monde en a un peu conscience, en fait on le sait de manière inconsciente que nos émotions impactent notre corps. Et ça se traduit souvent dans les expressions courantes. Hein, par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il n'a pas froid aux yeux, on parle de la peur. Quand on dit on va voir ce qu'il a dans les tripes ou on va voir ce qu'il a dans le ventre, hein, donc on parle du corps pour désigner des émotions. Quand on parle de la tristesse, souvent on ressent qu'on a un nœud à la gorge et on dit voilà j'ai un nœud à la gorge. Ou voilà la colère, avoir une dent contre quelqu'un, se faire de la bile. On entend aussi, j'aime beaucoup l'expression, se mettre la rate au courbouillon. Là, on va vraiment dans l'image et la métaphore la plus complète. Voilà, mais je crois qu'il y en a vraiment une pelletée hein, d'expressions qui sont très imagées et qui parlent du corps. Et en fait, qui parlent du corps tout en désignant des émotions. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un lien inconsciemment, de manière dans la sagesse populaire, on sait qu'il y a un lien évident entre les émotions et le corps. Et pourtant, que ce soit du côté de la médecine ou du côté de la psychologie, c'est pas très évident dans les disciplines conventionnelles. Alors on parle de somatisation. Voilà, tiens, quelqu'un a tendance à... Quand on parle de somatisation, c'est toujours quelque chose de très à part. C'est cette maladie-là, on ne sait pas l'expliquer, ça doit être psychosomatique. Bon, voilà. Et c'est comme si on se dédouanait d'explications. Alors qu'au contraire, moi, j'ai l'impression que dans la plupart des maladies, il y a une dimension psychosomatique, voire peut-être, c'est peut-être même l'essentiel. Bon, on va voir jusqu'où on peut aller, hein, chacun va là où il veut. Je pense que l'impact des émotions sur le corps est énorme. Et c'est ces impacts-là qui, après, jouent sur la circulation de l'énergie dans le corps. Ça, c'est ce que dit beaucoup la médecine chinoise. Hein. Dans beaucoup de conceptions alternatives de la santé, on ne s'occupe pas tellement de la maladie en soi, on n'a pas autant analysé la maladie qu'en Occident, mais on s'est occupé de comment ça fonctionne la bonne santé. Et la bonne santé, c'est une harmonie, c'est un équilibre. Hein, que ce soit en homéopathie, en acupuncture, en médecine chinoise, dans plein de disciplines, on parle d'équilibre, d'un état d'équilibre qu'on cherche à maintenir, que le corps cherche à maintenir spontanément et qui peut être perturbé par différents facteurs. Et donc on va dire en gros les deux gros facteurs de perturbation, c'est qu'est-ce qui rentre en fait dans ce système corps-être. Et ben il y a qu'est-ce qui rentre? Il y a les impacts, les choses qui nous arrivent relationnellement, les événements relationnels, donc on va dire la source émotionnelle. Et ce qui rentre, c'est ce qu'on mange évidemment. Donc l'autre grande famille d'impact sur notre corps, c'est ce qu'on mange. Voilà, donc moi, ma spécialité, c'est plutôt les émotions, donc je parlerai peu de ce qu'on mange, même si je considère que c'est évidemment très très important. Donc, dans ces impacts symboliques, psychologiques ou symboliques, j'aime bien faire la distinction entre les traumatismes et les conditionnements. Alors, en fait, souvent dans les histoires individuelles, c'est pas si simple à discerner. C'est toujours un peu l'un, un peu l'autre. Mais de manière un peu pédagogique et aussi pour comprendre comment on va chercher à se soigner, j'aime bien faire cette distinction-là. Donc pour moi, un traumatisme, voilà, c'est un choc physique ou émotionnel qui a eu lieu ponctuellement à un moment précis dans notre vie. Ça peut être une violence qui a été subie, ça peut être un accident, voilà, quelle que soit l'origine, c'est cette idée d'événement ponctuel qui a été une violence pour la personne qui l'a reçu et qui a pu créer quelque chose. Et donc on peut dire, voilà, des expressions encore, ça m'a touché, ça me fend le cœur, j'en ai plein le dos. Encore des expressions qui parlent du corps et qui parlent d'une émotion qui nous a impacté physiquement. Hein, même quand, alors là, peut-être j'en ai plein le dos, c'est moins flagrant que c'est un traumatisme, c'est peut-être plus une accumulation. Quand on dit j'en ai plein le dos, c'est c'est pas possible, il y a encore ça à faire, encore ça, je dois m'occuper de ci, voilà. Alors j'aimerais mieux être sourd que d'entendre ça, j'aime bien celle-là aussi, parce qu'elle exprime bien comment, vous voyez, si on dit j'aimerais mieux être sourd que d'entendre ça, je pense que le corps, lui, il entend ce message-là. Et lui, il va dire, oui, effectivement, je vais commencer comment je vais faire pour débrancher ces choses qui sont désagréables pour moi à entendre. Et effectivement, le corps, il va trouver le moyen de réduire l'acuité auditive. De même avec les yeux. Je parlerai beaucoup plus des yeux puisque c'est plus mon exemple connu. Et les conditionnements, c'est aussi une source d'impact énorme sur le corps.
Et évidemment, avec une espèce d'origine un peu différente, c'est pas forcément une blessure ponctuelle, c'est pas forcément un traumatisme. Bien souvent, dans les conditionnements, c'est quelque chose qui est dur à épingler, dur à identifier comme une blessure, comme une violence, parce que souvent, les conditionnements, ça peut être quelque chose de tout à fait légitime. Personne n'a subi des lobotomies ici, volontaires. Enfin, voilà, on n'a pas subi... la plupart des gens n'ont pas subi une intention nuisible d'un conditionnement organisé, etc., comme ont pu le faire les nazis pendant la guerre. Mais il y a toute forme de conditionnement qui sont des choses qui sont transmises par l'éducation, bien souvent, transmises par les parents, la famille, transmises par l'école, qui sont des manières de penser, des manières qui sont de penser peut-être pas tout à fait physiologiques, pas tout à fait adaptées au corps et à l'être, pas tout à fait dans le sens de l'épanouissement, et qui du coup inculquent sur le corps et sur l'être un carcan. Ça va modifier l'aisance corporelle, ça va modifier cette espèce de notion dont on parlait tout à l'heure d'équilibre. Ça va perturber l'équilibre et la circulation de l'énergie dans le corps. Donc pour moi, les conditionnements, c'est un aspect très très important dans l'approche de comprendre qu'est-ce qui impacte le corps, qu'est-ce qui perturbe la santé, qu'est-ce qui perturbe l'énergie. Et donc là aussi, quelques petites expressions. Vous voyez le message « sois gentil » que les parents ne peuvent pas s'empêcher de dire à leur enfant, parce que doucement, fais doucement, sois calme, sois gentil. On va inévitablement, en tant que parent, un enfant, ça bouge beaucoup. Donc le parent va forcément à des moments être perturbé, dérangé, et va demander à son enfant de contenir son énergie et de ralentir. Et ben, rien qu'au travers de ce message « sois gentil » qui paraît tout à fait légitime, il y a une force qui peut s'appliquer et qui petit à petit l'enfant va intégrer. Ah oui, d'accord, il ne faut pas que je déborde de trop, je vais retenir mon énergie. Il va petit à petit se contenir. Il va apprendre à se contenir. Et du coup, après, dans des situations où ce ne sera plus le moment de se contenir, bah, il ne saura plus faire parce qu'il a été conditionné à se contenir. Et donc, dans le « sois gentil », vous voyez, l'aspect conditionnement et qui comporte un aspect un peu dangereux, c'est que, oui, sois gentil. Alors, bien des fois, bah, c'est utile d'être gentil pour être en société, pour pas que si tout le monde se met à crier à table, c'est pas pratique, on s'entend plus. Donc, on a besoin d'apprendre des règles sociales. Mais à force de les intérioriser, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui a été conditionnée à être gentille, le jour où elle se fait marcher sur les pieds, elle dit « excusez-moi ». Et là, il y a un problème. Parce que quand on ne se fait pas marcher sur le pied, ce n'est pas le moment de s'excuser, c'est le moment de sauvegarder son pied, de dire à l'autre, bah non, là tu marches sur mon pied, pousse-toi. Voilà, c'est pas gentil. C'est pas très gentil, mais c'est utile. Voilà, donc on a besoin d'avoir des attitudes et des comportements qui ne soient pas toujours gentils. Bon, gentil, c'est un exemple, et pas anodin, parce que dans notre société, je trouve qu'il est assez présent. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà, les conditionnements, je reviendrai un peu plus sur les conditionnements, sur les émotions. Ne pleure pas si tu es un homme, c'est une des caricatures de conditionnement émotionnel selon voilà, le genre. Quoi. Voilà, si tu es un homme, il ne faut pas pleurer. Et donc, en entendant ce message, alors qu'il ait été prononcé ou pas, en fait, les petits garçons reçoivent le message que c'est pas bien de pleurer quand on est un garçon. Et petit à petit, ils apprennent à retenir les larmes, ne plus pleurer, et donc comment ils vont faire pour gérer la tristesse, puisque les larmes, voilà, je reviendrai un peu là-dessus, les larmes, ça sert à évacuer la tristesse. Nous, dans notre société, souvent, on est en panique quand on voit quelqu'un pleurer, parce qu'on se dit, bon sang, de la tristesse, qu'est-ce qu'on va devenir? En fait, on va petit à petit, moi j'ai envie de vous inviter à faire la différence entre une émotion négative et sa manifestation qui est bien souvent sa guérison. Les larmes, c'est la guérison de la tristesse. C'est la tristesse qui sort du corps. Et donc, si on dit à un petit garçon « ne pleure pas si tu es un homme », il apprend à ne plus pleurer et donc il apprend finalement à stocker sa tristesse à l'intérieur du corps et donc à vivre autour, à se déployer autour de cette tristesse qui est stockée et qui traîne comme un boulet. Voilà. Alors, pour avancer encore plus dans la compréhension de mon approche, j'aime bien expliquer les choses à partir de la cellule. Alors, il y a beaucoup de disciplines en ce moment, hein, vous avez vu beaucoup de thérapies qui en viennent à parler de la cellule. Je pense que c'est pas un hasard et un effet de mode, c'est qu'effectivement, plus on affine une approche, plus on affine une sensibilité, plus on va au plus petit. Et au plus petit dans le corps, bah, c'est la cellule. Le plus petit élément dans le corps humain, c'est la cellule.
Et donc, je crois qu'on peut vraiment, en comprenant comment fonctionne une cellule, on a une grande clé de compréhension de comment fonctionne le corps à l'échelle globale. Et alors, dans la cellule, vous voyez, normalement, une cellule, c'est quelque chose, c'est une sphère. Bon, je caricature, hein, ça, on va faire très schématique. C'est une sphère qui est plutôt dilatée avec un noyau. Donc, une membrane, un milieu intérieur et un noyau tout au centre. Et donc, la membrane, elle est chargée, elle fait office de filtre. Elle trie ce qui peut rentrer à l'intérieur et ce qui ne peut pas y entrer. Elle permet d'évacuer ce qui est à l'intérieur et qui n'a plus rien à y faire. Hein, donc, la représentation des petites flèches, sur ma cellule ouverte, la cellule de gauche, j'ai la flèche bleue qui représente, on va dire, ça va être les toxines dont la cellule a besoin de se débarrasser pour être dans son milieu physiologique, pour bien se porter. Et la flèche verte, c'est les nutriments dont elle a besoin pour maintenir aussi son équilibre. Donc la vie, hein, à quelque échelle qu'on le prenne, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des choses qui rentrent, des choses qui sortent. On inspire, on expire. Hein, il y a toujours un mouvement de va-et-vient pour qu'il y ait de la vie. Voilà, déjà, se dire que la vie, c'est le mouvement, et dans le mouvement, il y a inspire-expire. Ensuite, celle que j'ai représentée à droite, c'est la cellule fermée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi? C'est par exemple, en laboratoire, on peut tout à fait le faire. On met des cellules dans un tube à essai, et à un moment donné, on verse une goutte d'acide. Qu'est-ce qui se passe? Les cellules se rétractent. Pourquoi elles se rétractent? En fait, leur membrane se rétrécit sur elle-même, se resserre sur elle-même pour devenir opaque, pour empêcher tout échange. C'est-à-dire que là, elle ne va plus faire office de filtre, elle va faire office de muraille. On ne laisse plus rien passer, il y a une goutte d'acide, le milieu intérieur de la cellule est menacé, le noyau est menacé, donc on ferme. Et donc, la cellule, elle fait ça. Donc, vous voyez, la petite flèche rouge, là, c'est l'idée de l'impact émotionnel, par exemple, physique, voilà, ça peut être quel que soit l'impact, ça peut être la goutte d'acide. En fait, quel que soit l'impact, la cellule, la seule chose qu'elle sait faire pour se protéger, c'est fermer. Je me ferme pour pas menacer mon milieu intérieur. Et donc, dans toutes les émotions, il y a cette composante de fermeture des cellules. Le problème dans ma cellule fermée, c'est qu'évidemment, elle s'est fermée pour se protéger de l'impact, la petite flèche en rouge, mais comme elle est fermée, vous avez bien compris, elle ne peut plus évacuer ses déchets et elle ne peut plus absorber ses nutriments. Donc c'est une solution de protection à court terme, mais à long terme, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que la cellule ne va pas pouvoir maintenir son équilibre longtemps comme ça. En étant fermée, elle va finir par se dégrader parce que soit elle va s'asphyxier avec trop de déchets intérieurs, soit elle va s'asphyxier par manque de nourriture qui rentre. Donc voilà, je pense que vraiment là, pour moi, c'est vraiment le modèle qui permet de comprendre la suite. Et donc, ce qu'on peut comprendre ensuite, c'est ça, c'est que tous les chocs émotionnels, la cellule, elle va l'intégrer comme la goutte d'acide. Toujours la même réaction. Et donc, dès qu'il y a un choc émotionnel, que ce soit physique ou émotionnel, il y a toujours un impact, une empreinte dans le corps. Ensuite, donc ça fonctionne comme une mémoire. Le corps a enregistré, attention, choc. C'est en ostéopathie, moi, que j'ai compris ça. Qu'est-ce qui se passe? Que font les ostéopathes? Ils travaillent beaucoup sur les fascias. Et les fascias, c'est les tissus conjonctifs. C'est les tissus qui relient tous nos tissus dans le corps, tous nos organes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, si je tombe sur mon poignet va se mettre tout de suite en contraction, comme ça, il va se serrer pour éviter une fracture. Hein, c'est un mécanisme réflexe, je serre, je ferme, comme ma petite cellule, pour protéger. Et alors le problème, c'est que mon poignet se contracte pour éviter d'être cassé, et donc là, c'est, voilà, la mémoire émotionnelle, c'est attention, je vais me casser. D'accord? Et donc après, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps n'enregistre pas de manière réflexe, il n'y a plus de danger. Hein, le réflexe, c'est la protection, mais il n'y a pas de réflexe de détente. Donc du coup, l'ostéopathe, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient écouter le poignet et il vient lui montrer, voilà, simplement par l'écoute. Alors moi, je parle de la dimension écoute fluidique de l'ostéopathie. Il y a aussi les ostéopathes qui font craquer, vous savez là. Donc ça, ça s'appelle l'ostéopathie structurelle. On va remettre le corps par force, on va le remettre dans une position qu'il est censé avoir normalement. Mais que lui, par sa mémoire, il veut plus y aller. Il dit non, j'ai peur d'être cassé, je veux plus aller là-bas. Donc il y a l'ostéopathie structurelle qui fait clac, par surprise. Si tu vois, tu peux toujours y aller, il n'y a pas de danger.
Si l'ostéopathe est très bon, il vous met exactement là où il faut et ça peut faire sauter le blocage très vite. S'il est un peu moins bon et qu'il se trompe un petit peu d'angle, bah, ça peut faire très mal et finalement faire plus de mal que de bien et encore plus serrer votre poignet. Voilà. Et alors, l'autre approche, c'est l'écoute fluidique, où là, simplement, on se met avec le corps et on lui dit « Ok, tu es dans cette position-là, je suis avec toi ». Et simplement, en le laissant s'exprimer, le corps va se redéployer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien souvent, le corps va d'abord aller dans son retranchement. Il va encore plus dans son retranchement, puis tout à coup, il y a un soulagement et un effet comme rebond où le corps va retourner dans la position où il ne voulait plus aller. Et donc, c'est exactement, moi, c'est ça qui m'a fait faire le lien avec la coécoute qui était très psychologique, c'est, en fait, c'est vraiment ça, j'accompagne le corps dans sa peur, une fois qu'il a pu exprimer sa peur, il en est débarrassé et il peut retourner en liberté de circulation. Et donc, c'est pour ça qu'après, je vous dis, donc, la détente demande souvent de l'attention. En fait, là, c'est l'ostéopathe qui écoute, qui crée des conditions d'attention pour pouvoir changer l'information. Et en fait, souvent, bon, bah, c'est quelque chose qu'on pourrait presque faire soi-même, mais souvent, le problème, c'est que soi-même, on est dans notre impact, on est dans notre peur, et donc on n'a pas la force de levier. On ne peut pas voir. C'est ma petite cellule, quand elle s'est fermée à cause de la goutte d'acide, une fois qu'elle est fermée, elle ne sait plus ce qui se passe dehors. Donc si on lui change le milieu et qu'on enlève la goutte d'acide, elle n'est pas au courant. Donc elle reste fermée. Donc il va falloir l'accompagnant, que ce soit un ami, un confident, un thérapeute, etc. C'est quelqu'un qui est à l'extérieur de la blessure et qui dit « Non mais voilà, moi je t'écoute, je t'accompagne, je comprends ta souffrance, mais regarde qu'elle n'a plus lieu d'être. C'est terminé maintenant. » Et là, il y a une modification d'information. Encore une fois, je ne suis pas médecin, ça va peut-être être très caricatural ce que je vais dire, mais en médecine, on parle de deux systèmes nerveux principaux, qui sont le système parasympathique et le système sympathique. Et là, moi je trouve ça très intéressant parce qu'on peut vraiment faire le parallèle avec notre petite cellule ouverte ou petite cellule fermée. Parce que le système sympathique, c'est celui qui justement est le moins sympathique, c'est le système peur. Quand on est en système peur, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans le corps, il y a les glandes surrénales qui sont sur les reins, qui fabriquent de l'adrénaline, et c'est l'hormone de l'urgence. Et l'urgence, c'est quoi? C'est lutter, fuir. Dans le règne animal, si on est menacé, si on a une menace, il va falloir soit lutter si on s'en sent capable, soit fuir si on ne se sent pas capable de lutter. Et vous voyez, j'ai mis lutte, fuite, et ensuite anesthésie. Et donc ça, c'est des choses qu'on observe peut-être moins facilement, c'est moins évident, mais ça fait aussi partie des stratégies adaptatives du corps. C'est-à-dire que le corps, au début, se ferme, on va essayer de lutter, on va essayer de fuir, et si on peut ni l'un ni l'autre, ben on anesthésie. Dans le corps, il n'y a pas de notion de souffrance inutile ou de souffrance venue par le péché. Ça n'existe pas dans le corps. Le corps ne souffre pas gratuitement. La douleur, c'est une information. J'ai mal pour dire, c'est la communication, c'est le langage du corps. J'ai mal pour informer, pour dire qu'il y a un problème. Donc si j'informe, si je dis attention, j'ai mal, j'ai peur, etc., c'est pour qu'il y ait une réaction. Lutte ou fuite. Si l'organisme n'arrive pas à créer aucune de ces réactions, ni lutte ni fuite, bah, c'est plus la peine d'avoir mal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on débranche, on anesthésie. Et en fait, le corps est bien fait pour ça. C'est-à-dire que quand la douleur est trop intense, on ne sent plus rien. C'est par exemple un choc très très violent, une chute, un accident de voiture ou une chute de vélo, vous aurez plein de témoignages comme ça, il n'y a pas de douleur. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. C'est beaucoup trop fort. Une douleur, c'est fait pour avoir une réaction. Ensuite, dans le système sympathique, vous avez cette notion de contraction, toujours le modèle de la cellule qui se contracte pour se protéger. Il y a de la tension, voilà, et donc, vous voyez, par exemple, il y a la diminution de la digestion. Quand il s'agit de lutter ou de fuir, la digestion, c'est complètement secondaire. Ce n'est pas une fonction intéressante, parce qu'elle va prendre plein d'énergie pour rien. Si on a besoin de lutter ou fuir, on n'a plus besoin d'énergie pour la digestion. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau global dans le corps? Il y a beaucoup moins d'influx sanguin, il y a beaucoup moins de sang qui va aller dans le ventre, et le sang va aller plutôt vers les muscles, vers les extrémités.
pour fuir ou pour combattre, l'un ou l'autre. De toute façon, on aura plus besoin de notre énergie dans les muscles. Et vous voyez que ce système, c'est un système de réaction par rapport à un sentiment d'agression. Voilà, c'est un mécanisme de défense, et en résumé, c'est ce que j'appelle le système survie. Donc voilà, pour moi, le système, le fait de se maintenir dans le système sympathique, c'est un système de survie. Et donc c'est normalement fait pour c'est un système qui est opérant pour des problèmes à court terme. Il y a un choc, il y a une peur, il y a une menace, il faut ce système-là, c'est nécessaire. Là, souvent, quand on parle des émotions, on parle de la peur, on dit que c'est une émotion négative. Non, elle n'est pas négative en soi. La peur, c'est très utile. C'est le signal de quelque chose, d'une situation qui ne nous convient pas et qui éventuellement nous menace. Donc la peur, c'est très utile. Ce qui n'est pas utile et ce qui devient nuisible, c'est le maintien du sentiment de peur permanent. Si on vit en permanence dans la peur, ça ne va pas. On est en train de détériorer le corps parce qu'on serre tout et donc on limite les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est que le système sympathique, ça ne devrait être déclenché qu'en cas de menace avérée, donc ça ne devrait être qu'un système ponctuel, un système d'urgence. Et au contraire, le système de référence, ça devrait être le système parasympathique qui correspond à la confiance, à l'ouverture, qui permet la libre circulation de l'énergie par rapport toujours au modèle de cette cellule. L'énergie peut rentrer, sortir. Qui permet d'avoir un flux sanguin suffisamment important dans le ventre pour que la digestion soit importante. Pour que la digestion se passe bien, il faut un ventre chaud. Vous savez, les médecins hygiénistes autrefois, même en France, il n'y a pas besoin d'aller en Chine, ils disaient la santé, c'est ventre chaud, tête froide. Quand on a ça, on a effectivement beaucoup de problèmes qui sont éliminés. Et on a énormément de problèmes dans la santé occidentale qui sont justement le résultat d'un ventre froid ou d'une tête chaude. Une tête trop chaude et avec trop de pression, ça génère plein de problèmes. Plein de problèmes dans la sphère ORL, plein de problèmes au niveau du cerveau, voire jusqu'à l'AVC. Si on met trop de pression dans des petites artères qui sont très très fines, forcément elles finissent par casser. Et pas assez de chaleur dans le ventre, et ben du coup, une digestion qui est de plus en plus pénible, de plus en plus difficile, donc de plus en plus ralentie. S'il n'y a pas beaucoup d'énergie, la digestion ralentit. Si la digestion ralentit, ça engendre beaucoup de fermentation, beaucoup de gaz, donc beaucoup de pression sur les membranes, donc de la douleur, donc de la tension, de la contraction en plus, etc. etc. Vous voyez qu'il y a une espèce de mécanique qui est très logique, mais que quand on comprend cette logique-là, voilà, on comprend comment on peut arriver à des états très éloignés de la santé à partir de simplement une tension de départ qui paraît anodine. Et donc le problème, encore une fois, c'est la durée. C'est le maintien dans la durée de ce système de contraction. Le maintien dans la durée du système peur, ça entraîne l'usure accélérée d'un organe, voire de l'organisme tout entier, par une mauvaise circulation d'énergie. La même chose qui se passe au niveau de la cellule, si c'est au niveau de tout le corps, ben vous comprenez que ça dégrade. Et donc ça va créer, évidemment des tensions. On a tous des petites tensions dans le corps qui nous créent des douleurs. Mais à long terme, voilà, troubles digestifs, fatigue évidemment. La fatigue, ça va être le premier symptôme de mauvaise circulation d'énergie. On en parle souvent de la fatigue, c'est la première chose qu'on ressent. Je pense qu'en Occident, on a cette fâcheuse tendance à essayer de la nier ou de passer par-dessus. Alors qu'en fait, la fatigue, c'est vraiment le premier avertissement. C'est attention, là, ça va pas, ça circule pas bien. Là, quand tu te fatigues, c'est que ton énergie circule mal. Soit tu en donnes trop et que tu n'en sois pas assez, soit tu donnes pas assez. Voilà. Quel que soit le problème, la fatigue, ça va toujours être le premier signal d'un déséquilibre énergétique. Et donc, pour moi, c'est vraiment impérieux et nécessaire d'écouter la fatigue. Pareil, l'évidence des médecins hygiénistes d'autrefois, c'était le repos. Quand toute maladie, pratiquement, c'était repos. Il n'y avait pas à réfléchir plus longtemps. Et que font les animaux quand ils sont blessés, quand ils sont malades? Ils se reposent, ils se retirent, ils mangent moins, voire plus du tout, ils se reposent. Donc voilà. Nous, je pense que, donc encore une fois, sur ce dérèglement de la société moderne, c'est que nous, du coup, on a développé plein de subterfuges pour ne pas ressentir cette fatigue. Plein d'excitants. On combine des excitants et des calmants, histoire de plus trop savoir où on en est. Mais voilà, tous les excitants, ça sert à passer par-dessus de la fatigue. Donc prendre un petit café après le repas de midi, c'est pour éviter de sentir le coup de pompe après le repas de midi.
Mais pourquoi il y a un coup de pompe après le repas de midi? C'est parce que vous venez de manger. Donc il y a du boulot dans le ventre. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'énergie ailleurs. L'énergie, elle a besoin d'aller dans le ventre pour digérer. Donc c'est pas le moment de marcher, de courir, c'est pas le moment de faire des activités, c'est le moment de se reposer. Donc certains savent faire une petite sieste en début d'après-midi, c'est parfait. Voilà une réponse aux besoins du corps. Alors que le petit café, c'est dépasser le besoin du corps. Et donc on peut le faire une fois, ah oui, aujourd'hui il faut que je conduise, c'est pas le moment que je m'endorme, je prends un petit café, admettons. Mais si on fait tous les jours ce système-là, si on rentre dans un système de dépassement de fatigue artificielle par des excitants, on entraîne l'usure accélérée du corps, encore une fois. Et voilà, donc à long terme, ces troubles, donc fatigue, troubles du sommeil aussi, ça c'est toujours les premières choses qui arrivent. Bon, il y a les maux de tête, il y a plein de symptômes qui sont un peu communs à toutes les maladies, c'est les symptômes de premier déséquilibre. Et évidemment, si on maintient le corps dans son déséquilibre, en passant par-dessus tout le temps, on arrive à des désordres plus graves, donc les maladies auto-immunes ou de dégénérescence, des maladies infectieuses aussi facilitées, parce que si mon corps est fermé et ne circule pas bien, il est faible, donc il est très vulnérable. Donc on va avoir beaucoup plus de maladies infectieuses. Alors maintenant on va rentrer dans quelques cas concrets, quelques exemples précis de zones du corps. Donc mon exemple préféré c'est l'œil. Donc l'œil comme reflet, donc toujours on est sur cette logique de comprendre comment on est impacté physiquement par les émotions, par les choses qui nous arrivent. Donc l'œil par exemple, voilà une belle image de cette cellule dilatée. Un œil c'est une sphère, c'est une sphère gonflée par un liquide qui met une pression. Donc forcément s'il y a un liquide qui met la pression, ça va créer une sphère parfaite. Donc mon globe oculaire c'est une sphère parfaite a priori. Et maintenant, autour de cette sphère parfaite, il y a 6 muscles qui sont des muscles moteurs de l'œil qui servent à déplacer le regard. C'est les muscles qui vont me permettre de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais finalement, pas que. En fait, c'est un ophtalmo américain, William Bates, qui a découvert, alors en 1900-1920, ça date pas d'hier, il a découvert qu'en fait, les muscles moteurs de l'œil étaient aussi participés à l'accommodation, c'est-à-dire à la netteté. Et surtout à la notion de vision de près, de loin. Puisque, pour ceux qui ont fait de la photo ou de l'image, quand on déplace une lentille par rapport à un écran, on change la mise au point. On fait varier la distance focale, on appelle ça, et ça fait changer la mise au point. Et donc, l'œil, grâce à ses muscles moteurs, a aussi cette faculté de se déformer, donc soit d'être raccourci, soit d'être allongé, pour être plus propice pour une vision de près ou de loin. Donc en schéma, ça donne ça. Si, en fait, dans mes 6 muscles, j'ai 4 muscles droits. Donc les 4 muscles droits, c'est droite, gauche, haut, bas. Donc ça, c'est clair. Je regarde en haut, en bas, je regarde à droite, à gauche. Et il y a 2 muscles obliques qui ceinturent l'œil. Donc là, on ne voit pas trop ce qu'ils peuvent venir faire dans le déplacement de l'œil. Mais par contre, on voit bien ce qu'ils peuvent faire comme déformation du globe. Si on ceinture une sphère, elle s'allonge comme un ballon de rugby. Donc on a ces 2 muscles qui servent à allonger l'œil, et si les 4 muscles droits moteurs se contractent en même temps, on raccourcit l'œil. D'accord ? Et donc on va avoir ces 2 positions, soit en haut, donc l'œil normal à gauche, et l'œil déformé, soit en position allongée en haut, soit en position raccourcie en bas. Et la position allongée, ça va permettre une vision de près. Ça va permettre de mieux voir de près. Et donc si on reste figé dans cette position, si l'œil reste figé dans cette position allongée, il est fait pour voir de près. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je vois moins bien de loin. Et donc si mon œil reste figé dans cette position, on appelle ça la myopie. Donc la myopie, c'est un œil dont les muscles sont contractés de manière chronique. Comme on peut avoir des contractions des épaules, il y a des gens qui sont comme ça tout le temps, on a l'œil qui peut de manière chronique se contracter en position vision de près. Et à l'inverse, vous avez l'œil qui peut se contracter dans l'autre sens, fait pour une vision de loin, mais du coup on voit plus de près. Donc ça va être l'hypermétropie, la presbytie, avec une autre donnée qui rentre en compte dans la presbytie qui est liée plus au cristallin cette fois,
Mais je pense quand même qu'il y a un rôle dans cette déformation du globe oculaire et surtout dans la rigidification de l'ensemble. Dans la presbytie, il y a beaucoup ça. L'ensemble de tous les muscles deviennent plus raides et du coup moins de souplesse, donc moins d'accommodation. En fait, dans la presbytie, on s'aperçoit, c'est toujours pareil, c'est William Bales qui dit ça, on s'aperçoit d'abord de l'inconvénient de la vision de près. Vous savez, le symptôme du presbyte, c'est j'ai besoin de plus en plus éloigner pour lire. Mais en fait, il y a aussi une détérioration de la vision très éloignée, qui est moins perceptible, mais qui se vérifie aussi. Et donc finalement, pourquoi? Parce que l'œil devient raide, et donc il est plus facilement dans cette position-là. Et donc dans cette position-là, c'est un œil qui est bien pour voir entre 6 et 12 mètres. Donc en dessous de 6 mètres, on commence à peiner, et quand c'est tout près, évidemment, on peine énormément. Et au-delà de 12 mètres, on va aussi avoir des difficultés. Donc voilà, le résumé pour moi, qui sont des découvertes énormes et fondamentales de William Bales, là, cet ophtalmo-américain, c'est que les muscles moteurs de l'œil participent aussi à l'accommodation, comme je vous l'ai dit, que s'ils se figent dans une position particulière, ça va engendrer les problèmes de diffraction classiques, myopie, hypermétropie, presbytie et astigmatisme. Alors l'astigmatisme, vous savez, c'est une vue floue, quelle que soit la distance. Et donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est que c'est une déformation de la sphère. Vous voyez, l'idée de la sphère parfaite. Si j'ai une contraction, qui n'est pas synchrone, ça va engendrer une déformation du globe selon un axe. Et quand on vous donne un diagnostic d'astigmatisme, on vous donne toujours un axe. Il y a toujours un axe avec de l'astigmatisme. Donc c'est cette idée de globe déformé selon un axe. Il y a un axe qui reste à peu près à sa place et le reste est déformé. Et donc ça va engendrer une vision floue, quelle que soit la distance. Et donc, grosse découverte de Bales, c'est que si tous ces problèmes oculaires ont pu arriver à un moment donné, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas s'en aller. Donc c'est la découverte de la réversibilité des problèmes de vue. Donc lui, il a fait ses premières expériences, il était en école à l'époque d'ophtalmologie, il a fait ses premières expériences avec des collègues et il a réussi à faire récupérer des élèves, des compagnons, de la myopie. Alors au début, il a travaillé sur certains types de myopie, parce qu'on distinguait 2 types. Puis finalement, il s'est rendu compte qu'avec l'autre type aussi, ça marchait. Et puis, au bout d'un moment, les dirigeants de son école ont fini par entendre parler de ces recherches un peu clandestines. Et pendant un meeting de fin d'année, de remise de diplôme, etc., il a eu tout simplement droit à un lynchage public. C'est-à-dire que le directeur de l'école a dit « Comment ça, vous osez prétendre que vous pouvez guérir la myopie ? C'est complètement honteux, vous savez très bien que c'est héréditaire et qu'on ne peut rien y faire, vous êtes renvoyé de l'école. » Et donc Bates, à la fin de sa vie, écrivait voilà, l'être humain préfère l'autorité à la vérité. Puisque lui, il avait des expériences scientifiques concrètes. Il a fait énormément d'expériences scientifiques. Il mesurait les déformations de l'œil avec un rétinoscope. Enfin, c'était un vrai scientifique. Et il s'est fait tout simplement exclure parce que ça ne rentrait pas dans les croyances de son époque. Et regardez aujourd'hui, l'ophtalmologie d'aujourd'hui n'a toujours pas intégré ces dimensions-là. On continue à dire que la seule façon de traiter les problèmes de vue, c'est l'optique. Et qu'est-ce qu'on fait avec des lunettes ? En fait, avec des lunettes ou des lentilles ou de la chirurgie, alors là c'est encore pire puisqu'on on rabote l'œil. Imaginez, on vous dit votre œil est trop long, on va le raboter, comme ça ce sera très bien. Si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est des muscles qui l'allongent, vous imaginez que la mutilation qu'on vous propose, c'est quand même, pour moi, assez problématique. Parce que ça veut dire que si votre œil se détend, après avoir été raboté, vous ne verrez plus rien. Donc après, il est interdit de se détendre. Il faut rester tendu toute sa vie. Donc, on voit bien qu'à très long terme, il y a des difficultés sur les opérations. Tout n'est pas rose. Voilà. Donc, problème, les lunettes, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée une contre-déformation. Donc là, il ne s'agit pas de détendre l'œil, il ne s'agit pas de soigner le corps, il s'agit de créer une image nette sur un œil qui ne voit pas net. Donc il s'agit, si vous comprenez bien, d'une béquille. On ne propose pas un soin à l'œil, on propose une béquille pour voir quand même. Et ça, voilà, c'est peu, évidemment, on ne va pas le présenter comme ça, mais c'est important de voir ce qui est. Voilà ce qui se passe. L'ophtalmologie propose pour l'instant des béquilles. Et donc aujourd'hui, on ne parle pas, on n'évoque pas la possibilité de soigner l'œil et de l'inviter à se détendre.
Or, si vous voyez un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, alors, je répète la question si jamais certains ont mal entendu. Donc, est-ce que quand on dort la nuit, les muscles se détendent? Alors, c'est une question qu'on peut se poser à soi-même et observer. Et vous allez avoir les deux réponses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, le matin, voient mieux. Mais il y a des gens qui, le matin, ne voient pas mieux, voire peut-être voient moins bien. Ils vont mettre longtemps à voir mieux. Et en fait, que ce soit la vue ou autre, pour toutes les tensions qu'on a dans notre être ou dans notre corps, la nuit peut avoir un effet réparateur, calmant, etc., mais peut avoir un effet amplificateur. Parce que dans la journée, en fait, le fait qu'on ait notre attention prise par d'autres choses, on est détourné de certains problèmes, de certaines tensions, alors que la nuit, la tension va prendre toute la place. Et finalement, on va se retrouver des fois le matin avec un état de tension pire. Il y a des gens qui vont avoir leur pire crise pendant la nuit. J'ai plus d'exemples en tête, mais j'en ai eu récemment. Bon, voilà, des gens qui vivent leurs symptômes les plus forts, même de maux de ventre, de vertige, etc. Si je me lève la nuit, c'est une catastrophe, etc. Donc la nuit, le repos nocturne n'est pas forcément une détente. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. Donc l'idée de William Bates, lui, c'est vraiment de créer des outils de détente de l'œil, de faire comprendre comment l'œil est tendu et de créer des outils de détente. Alors là, dans le contexte de cette conférence-là, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu trop. Voilà, c'est ce que j'ai développé dans une autre conférence, là, vraiment consacrée à l'œil. Mais pour résumer, vous comprenez que c'est les problèmes, que ce soit myopie, hypermétropie, etc., c'est une tension chronique qui s'est bloquée. Et aussi, pour faire le lien, je parle ici de l'impact des émotions. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Si tout d'un coup, mon œil, quand je deviens myope, qu'est-ce qui se passe? Je vois plus au loin, mais je peux voir de près. Imaginez que j'ai une bulle autour de moi. Je suis une grande cellule. Il y a mes toutes petites cellules dans mon corps, mais je suis une grande cellule. J'ai une bulle autour de moi. Si je suis myope, je vois à l'intérieur de la bulle, mais je ne peux plus voir à l'extérieur. Quelle émotion peut engendrer ça? Vous voyez bien, ça va être « j'ai peur ». Je me sens menacé par l'extérieur, je me replie à l'intérieur. Donc c'est clairement, l'œil myope, c'est un œil qui correspond à une émotion de peur. D'accord? Et l'œil hypermétrope, qui va voir mieux à l'extérieur, mais qui ne voit plus au centre de sa bulle, c'est un œil qui fuit l'intérieur. Quelle émotion ça peut être? Ça peut être la culpabilité, peut-être. Si je m'en veux, je me fuis. Et ça peut être aussi une forme d'anxiété. Je suis tellement anxieux par ce qui se passe autour de moi, il y a tellement de menaces, de choses compliquées, que tout d'un coup, mon attention est polarisée sur l'extérieur et j'en oublie mon intérieur. Je m'oublie je m'oublie et je me perds dans l'autre. Et vous allez voir que si vous observez ça en vous ou autour de vous, vous allez voir que tous les problèmes de vue sont associés à des traits de comportement très caractérisés. Vous allez avoir le profil psychologique d'un myope, le profil psychologique d'un hypermétrope, d'un astigmate, etc. Et donc, vous allez voir ce rattachement émotionnel. Et donc, pour moi, alors quand même que je le dise, donc moi j'ai eu cette clé pendant que je faisais beaucoup de coécoute, en perdant mes lunettes. On m'a dit, tiens, au fait, c'est peut-être pas un hasard. Pour moi, c'était très embêtant d'avoir perdu mes lunettes. Et on m'a dit, tiens, c'est peut-être pas par hasard. Et on m'a appris que les problèmes de vue étaient réversibles. Bon, au début, c'était juste une information un peu détonnante pour moi, mais j'ai tout de suite essayé de me l'approprier. Et ce qui s'est passé, c'est que sans avoir fait... J'ai lu aucun bouquin de Bates. À l'époque, je n'avais lu aucun bouquin de Bates. J'avais juste l'information. Je suis allé prendre un bouquin qui s'appelait de Martin Brofman, Voir de mieux en mieux. Je me suis un peu appuyé là-dessus. Mais finalement, surtout, ce qui se passait, c'est que je faisais beaucoup de coécoute, donc je faisais du nettoyage émotionnel. Et je me suis amusé à faire des séances avec un tableau de vision. Donc je mettais un tableau de vision au fond de... Vous savez, les lignes, il y a 10 lignes, de plus en plus petits. Et donc je me suis amusé à faire ça, et je me rappelle d'une séance qui a été très forte pour moi, d'aller voir les émotions négatives, d'aller voir les choses qui me faisaient peur. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai pas voulu voir? Et tout simplement en me posant la question, qu'est-ce que j'ai pas voulu voir, j'ai laissé remonter à la surface des émotions traumatisantes. Et au fil de la séance, alors évidemment, je ne vous cache pas que j'ai pleuré, j'ai tremblé, j'ai plein d'émotions qui sont sorties. Et sur ce tableau de vision où au début de la séance, je lisais 3 lignes, à la fin, j'en lisais 7. Donc pour moi, le fait de toucher à ce point-là
qu'effectivement mes émotions étaient en lien avec la déformation de mes globes oculaires, c'était plus une croyance. Vous voyez, il n'y a plus besoin de croire. Quand on fait l'expérience par soi-même, il n'y a plus besoin de croire. Hein, donc il y a plein de domaines. Là, aujourd'hui, tout ce que je vous dis, c'est plein d'informations. Vous allez y croire ou pas y croire. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de vérifier. Essayez sur vous et vous n'aurez plus besoin de croire. On n'a pas besoin de dogmes. On a besoin surtout de se libérer de fausses croyances qui nous limitent énormément. Deuxième étage, on va descendre, on passe des yeux au cœur. Alors, le péricarde. Donc ça, je dois ces découvertes à Montserrat Gascon, hein, qui est la pionnière dans ce domaine-là. Le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en ostéopathie, on s'intéresse très souvent aux fascias, qui sont des tissus très fins qui enrobent tous les autres organes. Hein, c'est un peu comme du cellophane, hein, si je caricature, qui enrobe tout. Et donc, tous ces tissus, tous les fascias sont reliés entre eux, comme une grande toile à l'intérieur du corps. Et au centre, au carrefour de tous ces fascias, il y a un super fascia, c'est le péricarde, c'est le fascia du cœur. Le fascia qui enrobe et protège le cœur, c'est ce fascia-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour celui-là? Il est très particulier. Alors, voilà, pour vous le situer, donc vous voyez, sur ce schéma, hein, on est dans la cage thoracique, on a écarté les poumons pour laisser bien apparaître le cœur. Et vous voyez, cette enveloppe blanche, là, cette enveloppe blanche, c'est le péricarde qui contient le cœur. Alors, en médecine occidentale, on s'y est pas trop intéressé parce que ça nous embête surtout pour voir le cœur, donc on l'enlève des bouquins d'anatomie pour mieux voir le cœur. Mais finalement, Montserrat s'est rendu compte que ça avait un impact énorme, puisqu'en ostéopathie, on sait que les fascias ont un enjeu énorme sur la circulation des organes qu'ils contiennent, qu'ils protègent. Et voilà, elle s'est rendue compte que le péricarde, à chaque traumatisme, il se contracte pour protéger le cœur. On revient toujours au même modèle, toujours le même réflexe. Comment on fait pour protéger la vie? On contracte, on serre, hein, pour protéger à court terme. Donc, le péricarde, c'est la barrière protectrice du cœur. Donc tout ça, c'est Montserrat, hein, c'est les découvertes de Montserrat. Le sac péricardique, c'est une membrane fibrocéreuse constituée de 2 couches collées. Alors, c'est un jargon un peu compliqué, mais pour vous dire que c'est un super fascia. Il est très très bien fait, c'est un peu comme la côte de maille du chevalier, et en même temps avec une dynamique, c'est-à-dire qu'il peut se contracter, se dilater, et donc il a des espèces de fibres comme cartilagineuses qui le protègent, qui vont protéger le cœur. Et on comprend bien pourquoi, puisque le cœur, c'est l'organe vital par excellence. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec plein d'organes en moins, mais pas le cœur. Si on n'a plus de cœur, c'est fini. Donc, évidemment, le corps a prévu cette super protection pour le cœur. Alors, les fonctions du péricarde. Voilà. Donc, c'est évidemment une fonction de protection et de soutien. Ça permet au cœur de maintenir sa position. S'il n'y avait pas de fascia dans le corps, nos organes, ils se baladeraient n'importe où. Le péricarde prévient le cœur d'une dilatation excessive. C'est-à-dire que quand il se contracte, il empêche que le cœur explose. En fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a un choc? Souvent, vous savez, quand vous avez un choc, vous faites « il y a ce mouvement-là ». Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, vous savez, on peut juste après se sentir les jambes toutes molles, les bras tout mous, parce qu'on a les artères qui se sont contractées toutes d'un coup. Mais si les artères se contractent toutes d'un coup, où est-ce qu'il va aller tout ce sang, tout ce volume de sang? Il va avoir tendance à remonter au cœur. Et donc, s'il n'y avait pas de péricarde, le cœur pourrait éclater. Donc le péricarde sert, en se contractant, à maintenir le cœur et à éviter d'une excessive dilatation. Ensuite, protection traumatique. Je vous disais, avec ces fibres de cartilage, il va protéger contre les chocs. Protection contre l'hyperpression. Si par exemple, c'est une poutre qui tombe, si on est écrasé sous une poutre, le péricarde crée comme une coque et empêche que le cœur soit aplati. Hein, donc vous voyez qu'il est conçu pour tout type de scénario et pour protéger le cœur quoi qu'il arrive. Et évidemment, protection émotionnelle. Et donc là, de plus en plus, je vous invite à voir ça, c'est que les protections du corps sont prévues pour des chocs physiques, mais le corps réagit de la même façon au choc émotionnel qu'au choc physique. C'est-à-dire que pour le corps, le symbolique,
c'est pareil que du concret. Hein, c'est ce qu'on vérifie aujourd'hui en neurosciences, hein, des stimulations de, par exemple, un enfant qui vit du rejet va vivre les mêmes violences au niveau du cérébral, au niveau de l'activité cérébrale, il va vivre les mêmes choses que s'il est frappé. Hein, donc après, évidemment, il y a d'autres impacts physiques, mais au niveau du cerveau et des hormones, il va se passer les mêmes choses. Donc l'être humain réagit aux symboles de la même manière qu'aux choses physiques. Donc au niveau du péricarde, c'est aussi le péricarde, l'enveloppe du cœur, c'est aussi le bouclier émotionnel. Donc ça veut dire que dans chaque choc émotionnel, il y a une contraction du péricarde. Et donc ce que Montserrat a découvert, c'est ça, c'est que chaque choc émotionnel, il y a une contraction du péricarde. Donc ça veut dire que quoi que je traite en ostéopathie ou en méthode holistique, c'est important que je considère le péricarde. Parce que si je ne débloque pas ce choc central, le choc plus distant va revenir, va se remettre en état de choc. Hein, par exemple, si vous avez une vertèbre qui est déplacée, à cause de traumatisme émotionnel, de j'en ai plein de dos, par exemple, alors vous en avez plein de dos, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sur quel organe ça va s'impacter? Et en fait, très souvent, le dos ou les épaules ou les bras, etc., c'est la couche du dessus, c'est la couche de surface. C'est la couche la moins importante. Mais c'est celle que vous sentez le plus parce qu'il y a plus de nerfs sensitifs. Donc nous, on va sentir d'abord j'ai mal au dos, j'ai mal au bras, j'ai mal au... etc. Mais en fait, l'impact, il a commencé d'abord en profondeur. Et il est important et signifiant en profondeur. Et la profondeur, c'est quoi? La plus grande profondeur, c'est le cœur. Et ensuite, évidemment, le ventre. Le ventre, bon, alors c'est la petite mode en ce moment. Là, effectivement, l'Occident prend conscience tout d'un coup que le ventre, c'est intéressant parce qu'on a découvert qu'il y a des neurones dedans. A priori, s'il n'y avait pas de neurones, ça ne nous intéresserait toujours pas. Mais comme on a découvert qu'il y a 100 ou 200 millions de neurones, alors tout d'un coup, le ventre devient intelligent et devient digne d'intérêt pour les Occidentaux. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au début, on se disait c'est très intéressant, il y a plein de neurones dans le ventre, donc le ventre et le cerveau communiquent avec le nerf vague. Donc, les scientifiques se sont dit comment le cerveau contrôle le ventre. Et quand ils ont commencé à étudier le nerf vague, ils se sont rendus compte que 80% des influx du nerf vague allaient du ventre vers le cerveau. Et alors, mince, c'est peut-être pas le cerveau qui contrôle le ventre, c'est peut-être plus le ventre qui contrôle le cerveau. Et donc, voilà, petit à petit, on prend conscience en Occident que le ventre a beaucoup de choses à nous dire. Et à mon avis, c'est pas anodin, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, c'est énorme, tout ce qui se passe dans le ventre. Et alors, j'ai cette petite ironie-là sur ma propre civilisation, parce que quand on va regarder un peu plus loin, quand on va regarder ailleurs, par exemple en Chine, la médecine chinoise qui a plus de 4000 ans, elle considère le ventre comme le centre. Chez pratiquement toutes les civilisations, le centre de l'être, c'est le ventre. Et non pas la tête. Il n'y a que chez nous que quand on désigne notre centre, on montre notre tête. Hein, c'est vraiment la dimension qu'a pris le mental dans notre société qui fait qu'on prend notre cerveau pour notre centre. Mais effectivement, dans toutes les autres civilisations, le centre, c'est le ventre. Et le ventre, en médecine chinoise, ils disent, le ventre, c'est un cerveau émotionnel. C'est le cerveau émotionnel, c'est celui qui contrôle toutes les grandes familles d'émotions via chaque organe. Chaque organe, alors pour eux, c'est très complexe, hein, la médecine chinoise. Hein, je ne peux pas vous faire un cours ce soir, parce que moi-même, j'y comprends pas grand-chose. J'en ai que quelques bribes. Voilà, le ventre, c'est vraiment le chef d'orchestre de toutes les énergies qui circulent dans l'être. Voilà. Alors pour un petit résumé, hein, alors parce je sais qu'on aime bien les schémas, on aime bien mettre des étiquettes, alors je vais vous donner ce que dit la médecine chinoise. Donc le foie, en médecine chinoise, on dit que le foie gère la fonction de la colère. Qui dit colère dit aussi culpabilité. La culpabilité, c'est une forme de colère retournée contre soi. Et en fait, dans leur façon de voir en médecine chinoise, ils voient les choses en termes d'impact négatif. Donc une émotion négative va impacter le foie. Mais si le foie est libéré de cette émotion négative, il va gérer une vertu. Hein, il y a toujours ces deux polarités. Il y a le traumatisme et la vertu de chaque zone. Donc le foie gère la colère et la culpabilité. Et une fois libéré de ça, il va permettre
de générer de la gentillesse, de la générosité. C'est le foie aussi en médecine chinoise qui contrôle la libre circulation de l'énergie. Il est très important dans cette notion de liberté de circulation. Voilà. Ensuite, le cœur, donc en médecine chinoise, on dit qu'il va être impacté par l'impatience, vous savez, le bouillonnement. Alors par exemple, des gens qui vont avoir tendance à rougir très facilement ou à chauffer en haut, c'est des gens qui ont beaucoup d'impact émotionnel sur le cœur. Donc le cœur a tendance à chauffer. Hein, l'impatience, c'est une forme de bouillonnement. C'est une forme d'émotion. Et en impact de plus en plus profond, la rage ou la haine sont évidemment des émotions qui vont énormément impacter le cœur. Si le cœur est libéré de ces impacts-là, il va pouvoir permettre d'accéder à l'amour, à la joie, à la gratitude. Là, je pense qu'on est vraiment dans du bon sens. Hein, on comprend ça de manière assez évidente. Après, en médecine chinoise, ils mettent comme une seule même polarité estomac, rate et pancréas. C'est une polarité, c'est un organe dans tous ses aspects qui va gérer les émotions négatives de l'inquiétude et de l'anxiété. Hein, donc peut-être que le dératé, c'est quelqu'un d'un peu inquiet. Voilà. Ensuite, une fois libéré de ces émotions négatives, l'estomac, rate, pancréas vont permettre l'ouverture, l'équité, l'équilibre. Les poumons vont avoir tendance à stocker la tristesse, la dépression, le découragement, ces émotions-là. Et une fois libérés de ça, vont permettre la droiture et le courage. Et les reins vont être les organes qui gèrent la peur. Et donc les surrénales, qui sont le déclenchement de l'urgence, les surrénales sont sur le rein. C'est peut-être pas anodin qu'elles soient en proximité avec l'organe qui gère la peur. Voilà. Et donc les reins, une fois libérés de la peur, vont permettre d'accéder à la douceur, à la paix et au calme. Voilà pour ce balayage. Je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions pour vous ici, jusqu'à ce point-là? Je me demandais comment ils arrivaient à décontracter le muscle de l'œil, mais c'est parce que tu disais que tu n'avais pas trop le temps d'expliquer. Ouais. C'est quand même assez curieux. Oui, alors il y a un petit passage par ça. Donc les muscles de l'œil, effectivement, c'est un peu compliqué à décontracter. Autant l'épaule, on peut se dire, bon allez, on fait un peu de yoga, un peu de massage et ça va passer. Massage et yoga des yeux, c'est pas évident. Alors yoga des yeux, on entend parler de ça. Alors je pense que c'est quand même un peu une construction un peu artificielle, le yoga des yeux. Il y a quelque chose qui a été un peu créé plutôt dans les années 50-60. Mais en termes de détente oculaire, je pense que vraiment les connaissances sérieuses, c'est ce qui vient de William Bates. Et c'est des exercices spécifiques où on va créer des situations qui entraînent la détente. Mais on ne peut pas volontairement détendre. Alors bon, il y a un exercice très simple, c'est le palming. On pose les paumes des mains sur les yeux, donc on met les yeux dans le noir. Donc déjà, on arrête les stimulations visuelles. On réchauffe, on amène de la chaleur avec les paumes. Donc on va créer de la détente. Et on va chercher, quand on met les paumes sur les yeux, on va chercher à retrouver du noir. Et en fait, dans la plupart des problèmes de vue, Bates disait, tous les problèmes de vue, c'est lié à un sureffort, à une tension dans l'œil. Et tous ces surefforts-là entraînent une activité visuelle, même quand il n'y a plus de lumière. Donc ça veut dire que même quand vous allez mettre vos yeux dans le noir, si vous avez des problèmes de vue, vous allez encore voir des lumières, des luminescences. Donc ça prouve bien que votre nerf optique, il n'est pas au repos. Il n'y a plus de lumière qui rentre et il continue à vous envoyer des informations visuelles. Donc Bates, il dit, quand vous mettez les paumes sur les yeux, vous allez chercher à retrouver le noir. Et donc pour retrouver le noir, c'est pareil, on ne peut pas décider de voir noir. Donc lui, ce qu'il a suggéré, c'est de passer par la visualisation. Donc visualiser des objets, un objet familier noir, une belle enceinte, là, toute noire. Vous fermez les yeux, vous visualisez l'enceinte. Et à force de la visualiser, votre champ visuel va redevenir noir. Et donc là, c'est signe que le nerf optique se détend. Et quand le nerf optique se détend, les muscles se détendent, etc. Tout fonctionne ensemble. Voilà. Et alors, je rebondis aussi sur la question pour vous dire qu'en ce moment, bon, moi, je continue mes recherches tout le temps. Hein, et comme je fais beaucoup de croisements entre tout ce que je vous ai montré, je cherche à faire les liens entre la médecine chinoise et l'impact sur les yeux. Alors, en médecine chinoise, on dit que les yeux, c'est gouverné par le foie.
Alors oui, le foie gouverne beaucoup de fonctions qui sont liées à l'œil. Là, dans mes recherches actuelles, je m'aperçois que c'est très très souvent lié au rein, les problèmes de vue. Donc je pense que voilà, faut aller voir des deux côtés en tout cas. Mais ce qui paraît assez évident, vous voyez, je vous disais tout à l'heure la myopie, l'émotion dominante, c'est la peur. En médecine chinoise, la peur, c'est stocké dans les reins. Et en fait, la plupart des problèmes de vue, même si l'émotion dominante n'est pas toujours la peur en fait toujours partie. J'ai toujours à l'origine d'une rétraction, comme ma cellule qui se contracte, il y a toujours une dimension de peur. Donc souvent, derrière toutes les émotions, derrière une tristesse, il y a de la colère, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la peur. Et finalement, les émotions s'enchaînent les unes aux autres, ou s'emboîtent comme des poupées russes, les unes dans les autres. Oui. Au niveau aussi de l'activité professionnelle, ouais. Les gens qui sont sur des écrans toute la journée, oui. Parce que là après on n'est plus du tout dans cette démarche. Voilà, là on n'est plus dans l'optique, hein. Là je suis vraiment dans l'impact des émotions sur le corps. Évidemment, hein, je vous ai dit, il y a l'alimentation qui est des sources d'impact sur le corps, et évidemment les écrans, là c'est flagrant, c'est une nuisance énorme pour les yeux. En fait, qu'est-ce qui nuit à l'œil? À la base, la plus grosse nuisance à l'œil, c'est la fixité. Hein, la bonne vue, Bates, en fait, son génie, ça a été d'observer les gens qui voient bien. Et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? C'est que les gens qui voient bien ont un œil très très mobile. C'est-à-dire que par exemple, quand il fait lire un tableau de vision, quelqu'un qui a une bonne vue, pour lire une lettre, il a 6 mouvements d'œil, en moyenne. Quelqu'un qui a une mauvaise vue, il a 1 ou 2 mouvements, voire 3. Et donc, ça veut dire que les déplacements de quelqu'un qui a des troubles oculaires vont être plus lourds et plus lents. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec un écran d'ordinateur? On reste rivé, l'œil reste rivé dans une position vision de près, avec une lumière artificielle qui, en plus, va affamer la rétine, parce que ce qu'il a dit aussi, c'est que les cônes et les bâtonnets, nos cellules photoréceptrices, se nourrissent de la lumière, mais de la lumière du soleil, évidemment. Une lumière artificielle, comme les lumières bleues des écrans, vont affamer l'œil. Parce qu'il reçoit de la lumière, donc il se passe une activité au niveau du diaphragme de l'œil, il laisse rentrer, mais c'est une lumière qui, au lieu de lui apporter des nutriments, vont le détériorer. Donc effectivement, les causes, comme tu disais, exogènes, enfin des causes concrètes physiques, évidemment détériorent l'œil. Et donc là, on va pouvoir réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc quelqu'un qui va être amené à travailler beaucoup sur écran, là il ne s'agit pas de choc émotionnel évidemment, mais il s'agit de gymnastique oculaire, de faire bouger l'œil. Alors là, dans les gens qui font des travaux plus récemment, il y a quelqu'un qui suggérait de mettre, par exemple, un mobile, quelque chose qui bouge à côté de l'écran d'ordinateur. En fait, inconsciemment, votre œil va se mettre dessus de temps en temps. Et ça va casser cette fixité. Et moi, ce que je suggère très souvent à mes patients, c'est après une longue station devant l'écran, palming, retrouver le noir. Et vous allez voir que quand vous êtes resté longtemps devant un écran bleu, c'est pas noir tout de suite, hein. La perturbation visuelle, elle est imprimée, elle imprime fortement la rétine et le nerf optique. Donc voilà, pour la digression. Bon, je continue. Alors, les organes du système digestif, bon écoutez, on va passer un peu vite là-dessus. Donc ça, c'est toujours en lien avec le ventre. Donc pour ceux qui connaissent peu le ventre, hein, parce que souvent, en fait, vous savez, on a une connaissance du corps qui est assez approximative, hein, si on ne fait pas des études spécifiquement dedans ou si on ne se penche pas dessus. Je sais que souvent, les gens, par exemple, ils pensent que leur cœur, il est là, complètement à gauche, alors que le cœur, il est principalement au centre. Même s'il penche à gauche, il est protégé derrière le sternum. Il y a toujours le plus possible de protection pour le cœur. Voilà, alors pour situer un peu les organes, vous voyez, le foie... donc vous voyez le foie qui est ici, qui occupe une place très importante, c'est un organe très très gros. Le foie, c'est l'organe, alors en médecine chinoise qui gère la colère, etc., c'est un organe dont on parle énormément aussi en naturopathie. Hein, la naturopathie, je dirais l'organe de la naturopathie, c'est le foie. À n'importe quel problème, on va vous dire ah, attention là, il faut nettoyer le foie, il y a un problème d'intoxication, parce que le foie, c'est un grand filtre, il absorbe toutes les toxines. Hein, c'est pour ça qu'un alcoolique va d'abord développer une cirrhose du foie, parce que le foie essaye de neutraliser les toxines en les absorbant. Et à un moment, il est débordé, donc ça va développer une cirrhose. Mais voilà, le foie a une fonction d'éponge et de filtrant dans le corps. Et vous voyez un peu sa dimension. L'estomac, juste à gauche, hein, si je parle droite-gauche, c'est par rapport au patient, enfin au modèle. Hein.
Donc l'estomac qui est à gauche du foie. Vous voyez la vésicule biliaire, donc qui est une petite poche en dessous du foie. Le pancréas qu'on aperçoit ici, alors il est très profond, hein, très en profondeur. Intestin grêle au milieu du ventre. Et le côlon qui fait tout le tour du ventre. Comme ça, pour se terminer par le rectum. Donc en Chinesang, quand on fait le massage, en fait, souvent on dit Chinesang, on résume en disant massage du ventre. Mais en fait, on va masser, c'est pas le ventre qu'on cherche à masser globalement, on va chercher à masser chaque organe. Et spécifiquement, trouver l'organe qui pose problème et prendre vraiment plus de temps avec cet organe-là. Et du coup, on ne masse pas que le ventre. En Chinesang, on masse aussi la cage thoracique, donc au niveau des poumons et du cœur. Hein, alors, le péricarde, je disais tout à l'heure, découverte de Montserrat Gascon, mais pareil, redécouverte. L'Occident redécouvre l'eau chaude régulièrement, parce que la médecine chinoise parle du péricarde, et pour la médecine chinoise, c'est même fondamental. Il y a dans les méridiens, le maître-cœur, ça correspond au péricarde. Et donc le maître-cœur, c'est le coordonnateur de tous les autres. Donc voilà, la médecine chinoise a le même point de vue et a la même conclusion, 4000 ans avant, avec une autre approche, que Montserrat qui dit le péricarde, si on ne le débloque pas, on ne peut rien faire. On ne peut pas débloquer le reste. Voilà, donc ici je vous schématise voilà, les poumons, le cœur, les reins. Et alors moi j'accorde aussi beaucoup d'importance à l'artère aorte, qui est la grande artère qui va du cœur vers le ventre. En fait, dans la manière d'aborder le soin, pour moi, c'est vraiment rétablir la circulation. Et moi, je considère que le cœur est l'organe le plus important dans le corps. Qu'ensuite, il y a le ventre qui a tous ces organes majeurs qui est très important. Donc, je vais beaucoup m'intéresser à la circulation de l'énergie entre le cœur et le ventre. Le premier témoin de cette circulation, c'est l'intensité de la pression dans l'aorte, l'artère aorte. Et ça, c'est quelque chose que je fais faire des fois à l'occasion de conférences en plus petit nombre. Je propose aux gens d'essayer. Sentez l'aorte sur quelqu'un. Vous allez tout de suite voir ce qui se passe. Et pour la personne qui la touche et pour celle qui se fait toucher, vous allez voir que tout de suite, il y a des composantes émotionnelles qui arrivent très rapidement. Et moi, ce dont je m'aperçois dans ce travail-là, c'est que l'aorte, elle est témoin, j'appelle ça de l'enfant intérieur, de l'enfant vulnérable. Et donc, elle exprime notre sensibilité. Et donc, dès qu'il y a une blessure, que ce soit un traumatisme ou un conditionnement, il y a une vasoconstriction de l'aorte. Elle se resserre sur elle-même. Ce qui fait qu'automatiquement, ça réduit le débit de sang vers le ventre. Et donc, je vous disais, quand on est en système sympathique, on n'a pas besoin de digestion. Hein, c'est fuite ou combat, donc on réduit l'énergie dans le ventre. Donc, je pense que considérer l'artère aorte, pour moi, c'est vraiment central. C'est vraiment très important.